swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur Los Triple C's. Nous répondons à vos questions. Donc, si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming habituelles, iTunes, Google Podcast, Stitcher, Spotify, exactement, et j'en passe, vous nous envoyez un petit message sur podcast@lasueur.com ou @lasueur sur Instagram et puis sur YouTube. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Bien, messieurs, on va poursuivre les questions mail. Nous avons une question de Game Angle. Salut, messieurs et mesdames. Que dire de l'irrégularité de certains combattants? Je pense à Michael Johnson, par exemple, qui s'est fait le scalp de dur parmi les durs. Merci et vie sur vous et vos proches. C'est là que je vais surprendre, car je dis vie aussi sur vos lointains. Bon, alors, messieurs, Michael Johnson et ces mecs un petit peu irréguliers. On pense aussi, par exemple, à Anthony Pettis. Après, Anthony Pettis, il a été régulier pendant longtemps et c'est juste qu'après, il a un peu pris l'eau. Mais pour Anthony Johnson, en fait, ouais, après, je sais pas, c'est un gars qui a toujours eu énormément de facilité et qui était très bon dans ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, c'est un peu comme Barbossa, c'est-à-dire que Michael Johnson, debout, il peut poser des problèmes à tout le monde, mais vraiment tout le monde de la KT lightweight. Et après, il y a peut-être aussi un côté mental qui joue peut-être avec Michael Johnson. Le fait que quand il tombe sur un mec comme, ça peut être, comment s'appelle-t-il justement, Gaethje, ça peut être des gars comme ça. À partir du moment où il commence à se faire doubler, je pense qu'il y a aussi une certaine... il ne sait pas qu'il lâche l'affaire, mais c'est... j'ai pas souvenir d'une guerre qu'il ait gagnée en tout cas. Et puis, pour le reste, je ne sais pas, c'est quoi déjà ces derniers résultats, Michael Johnson? Là, je crois que c'était Josh Emmett d'une violence monstrueuse. Attends, il a mis le KO, il s'est pris le KO? Il s'est pris le KO. Oh là là, il s'est fait sécher. Il n'y a pas eu un combat contre Darren Elkins aussi? Si, qu'il a perdu. Il a perdu ou il a gagné? Je sais plus. Je ne sais plus, je vais regarder. Mais après aussi... je crois qu'il a perdu, mais classique Elkins, quoi. Qu'il a poncé Elkins pendant... la majorité du combat et qui s'est fait surprendre à la fin. Quoi. Et le comeback. Après, pour moi, Michael Johnson, c'est aussi qu'il est devenu, mine de rien, un gatekeeper. Donc forcément, les résultats irréguliers s'expliquent parce que l'UFC, à chaque fois, fait monter tous les mecs par lui. Donc là, on regarde en soi, il a battu André Fili, Artem Lobov, deux mecs qu'il devrait battre, même si André Fili, c'est un bon gars. Et ensuite, là, il a perdu contre Josh Emmett et c'est vrai, Stevie Ray. Bon. Ouais. Et avant, il avait perdu contre Darren Elkins. Contre Justin Gaethje et contre Habib. Ouais, voilà. Bon, il y a des défaites. Habib Gaethje, c'est pas regrettable. Enfin, je veux dire, on peut pas lui reprocher. Quoi. Ouais, et puis voilà, il y a Nate Diaz, il y a Habib. Nate Diaz et Justin Gaethje, c'est compliqué. Enfin, c'est-à-dire que c'est même pas forcément être irrégulier, c'est juste que je pense qu'il était. Les mecs sont un petit peu meilleurs. Bon, Habib, c'est autre chose. Même Dariush, quand on remonte. Hein. Ouais, Dariush, Reza Madadi, je sais pas, il est peut-être, il est très bon et il fait peur en fait, c'est-à-dire qu'il est capable de battre des gars parce qu'il a quand même des sacrées armes, il est ultra rapide, il est puissant, il a des déplacements et des bons déplacements, il a une bonne anglaise et en plus il a une anglaise qui est un petit peu originale, c'est pas genre traditionnel, machin. Donc il peut surprendre énormément de monde, il a mis KO Dustin Poirier quand même. Mais effectivement, face à la crème, ce sera toujours un peu juste. Et faudrait que je remate tous ces combats, mais instinctivement, j'aurais tendance à dire, c'est probablement le genre de gars, quand tu as un peu le blueprint, tu peux te démerder contre Michael Johnson, quoi. Non, puis le problème, c'est qu'il aime quand même pas mal la bagarre, ce cher Michael Johnson. Parce que quand on voit les sparring chez Henry, c'est ce que n'importe quoi. Peut-être lui fait partie des gens qui ont perdu quand même pas mal de PV à la salle d'entraînement. Quoi. C'est quand tu vois ses sparring avec Rousmalen, Ousmane aussi, il a fait ou Ousmane. Ouais, il a peut-être un peu le syndrome Cody Garbrandt, c'est non seulement en sparring et en combat, il y a pas tellement d'intelligence de combat, quoi. L'exemple comme ça, c'est le combat contre Nate Diaz où il gagne à peu près le premier round et puis après, dès qu'il commence à se faire toucher, il essaie de faire un match de boxe anglaise avec Nate Diaz et il se fait fumer. Enfin, fumer.
en gros, bien outboxé, bien sévèrement, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un problème moi, je pense, c'est un problème de Fight IQ. Fight IQ, vraiment, c'est vraiment ça. Il n'arrive pas à s'adapter sur le moment. Je sais pas s'il y a un blueprint parce qu'il a un style qui est quand même. Bah, il s'adapte, tu vois, quand il s'agit parce qu'il a essayé de faire contre Josh Emmett, par exemple, ça marchait bien, quoi. En tout cas, jusqu'à ce qu'il se fasse mettre KO, ça marchait bien. C'était de boxer en se déplaçant tout le temps. Contre. Même Khabib, au début, les premières minutes, il avait... Moi, je trouve que ce moment est incroyablement surcoté. Hein. Ceux qui disent. Et puis ceux qui disent c'est un knockdown, arrêtons tout de suite. Arrêtons tout de suite. Quoi. Il a juste touché proprement. Il y a des gens qui disent knockdown. Knockdown, je sais pas, mais il y a des gens qui disent clairement, il l'avait mis dizzy. Khabib était en train de mettre les bras comme ça. Non, mais le problème, c'est Joe Rogan qui s'est excité pendant le combat. Genre, quand il a vu le combat, il a fait Oh, he's touch! Alors qu'en fait, quand tu le revois, c'est juste Khabib prend un coup et puis c'est juste, en fait, on a tellement pas l'habitude de voir Khabib prendre un coup net qu'on se dit ah merde, il se passe peut-être un truc. Mais ouais, donc. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai, il y a peut-être pas nécessairement. En fait. Et puis, Blueprint, c'est compliqué parce que c'est un mec qui se déplace très bien, il est rapide, il a une bonne takedown de défense. Donc, un Blueprint contre un mec comme ça, déjà par essence, c'est pas évident. Quoi. C'est difficile, ouais. C'est difficile. Mais en fait, le Blueprint, finalement, le Blueprint, c'est de faire la bagarre avec lui parce qu'il y a une chance qu'il va céder, en fait, et qu'il va essayer de se chafouiner avec toi et en fait, qu'il va perdre son game plan. C'est dommage. C'est vrai, il a des armes très très efficaces. Il pourrait être vraiment casse-couille comme combattant. Et d'ailleurs, il l'est parce qu'il a quand même des victoires sur Ferguson et sur Barbosa aussi. Enfin, Ferguson, rappelons-le qu'il s'était cassé la main, cependant. Non, je crois qu'il s'est fait péter le bras pendant le combat. Ou le bras, oui, autant. C'est ça. Mais bon, voilà, donc c'est quand même un sacré palmarès quand tu regardes le truc. Mais il manque de. Ouais, c'est un peu, comme tu dis, c'est plus à rapprocher de Cody Garbrandt, plus les guerres, je pense, les guerres au gym qui lui ont pas rendu service. Quoi. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus compliqué pour notre cher Michael Johnson. En tout cas, au moins, il reste un combattant plaisant à regarder. Absolument. Question, messieurs d'Elvis. Salut à vous, j'aurais une question pour une prochaine vidéo. Pour vous, quelle est la meilleure catégorie all-time? Celle qui a offert les meilleurs combattants, rivalité et plus de spectacle. Merci de votre réponse. Continuez ce que vous faites. You're the best. Après, je pense que c'est. C'est dur comme question. Parce qu'à chaque fois, il y a des périodes. Et puis surtout, au niveau compétition, je pense qu'on est plus du côté lightweight, mais au niveau spectacle, je pense que les poids lourds, c'est compliqué de battre. C'est ce que j'allais dire. Même light heavyweight à un moment, quand t'avais Chuck et tout, c'était pas mal. On ne fuck Chuck. On ne fuck Chuck. mais ouais, ce que j'allais dire, c'est les meilleurs combattants. Je pense qu'on est du côté entre lightweight et welter. Welterweight parce que et du coup en spectaculaire, j'aurais quand même dit poids lourd, même si le degré de compétition est moindre. C'est plus, ça pardonne pas en lightweight, en heavyweight. C'était toujours tu vois, agrippé à ton fauteuil quand tu regardes le truc. Tu te dis putain. Ça peut changer en un coup, quoi. Enfin... Ouais, et puis les statistiques, les hommes mentent, mais pas les chiffres, et il y a quand même beaucoup plus. De toute façon, en fait, c'est linéaire, c'est-à-dire que plus tu montes de catégorie, plus il y a un gros pourcentage de finish par combat, et donc ça culmine logiquement avec les heavyweights. Donc de facto, ils sont plus spectaculaires, quoi. De facto, bien. Question de Jean Gomis. Bonjour l'équipe. Tout d'abord, un grand merci d'être ultra actif avec vos Triple C en cette période de confinement. À chaque podcast, je suis agréablement surpris, car malgré votre jeune âge, vous êtes de vraies encyclopédies vivantes. Pour revenir sur ces combattants français pouvant prétendre à l'UFC, oui, nous en avions parlé dans un podcast précédent, je me permettrai de rajouter Grégory Baben, combattant de la Hatch Academy, qui a eu 3 combats au Bellator remportés en moins de 3 minutes, qui a fait une grosse prestation à l'ARES au Sénégal et qui a fait une carrière plus qu'honorable au M1, même s'il est plus en fin qu'en début de carrière. Et oui, je pense que pour l'ensemble de son œuvre, ce serait incroyable un combat à l'UFC. Qu'en pensez-vous au passage? J'ai kiffé le dernier podcast avec l'intervention d'Azael Adjouj, futur grand de ce sport. Ce serait cool de voir des lives avec nos combattants français pendant le Triple C. Big up à vous, Jean Go. Allez messieurs, après pour les lives, on en avait déjà parlé, je crois.
Nous, on se dit c'est un peu mieux de faire ça sur YouTube parce qu'on est tranquille, on est bien. Et puis c'est vrai que les problèmes des lives Instagram, c'est qu'au niveau du son, c'est encore pire que les podcasts la sueur. Donc rendez-vous compte. Accrochez-vous, hein, ouais, ça écorche. Ouais. C'est quoi déjà la question? Grégory Baben, Ah oui. ouais, moi Et Grégory franchement, Babel et d'autres, ouais. s'il y a un UFC qui se tient en France, carrément, il a carrément sa place là-dedans. En plus, je pense que. Attention, je m'engage, ça fait un moment que j'ai pas suivi la carrière de Baben parce que comme il l'a dit, ça fait longtemps qu'il combat et c'était un peu une des figures des débuts du MMA, enfin des débuts, mais en tout cas quand j'ai commencé à regarder le MMA, Baben c'était vraiment un nom, c'est un peu comme Anthony Rea, tu vois, ces mecs qui étaient dans les magazines, de Fight Sport, mais oui. Fight Sport, tu vois. Et en revanche, de ce que je crois, parce que j'avais jeté un coup d'œil sur son profil récemment, il est sur une bonne série là en ce moment. Complètement. Et il semblerait que, comme beaucoup de combattants français qui ont commencé à l'époque où le sport c'était vraiment pas encore bien développé en France, il a subi un peu ça. Il a eu une carrière un peu aléatoire au début, avec une victoire, une défaite, enfin des trucs comme ça. C'est pas de sa faute, quoi. C'est juste que il n'avait pas le. Il a fallu qu'il y ait des pionniers en fait, qui partent un peu en terra incognita, tu vois. Et c'était un peu ça le truc. En plus, comme l'a souligné l'intervenant, enfin l'auditeur, c'est qu'il a combattu partout ce mec-là. Donc forcément, il a pris des mecs. Voilà, tu vois, il est allé en Russie et tout. Enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber et tout. Donc, mais d'après ce que dit tout le monde, de tout ce que j'ai pu entendre à propos de Grégory Baben, c'est un mec extrêmement talentueux, extrêmement impressionnant dans la salle et tout, et qui aurait pu accomplir encore plus s'il avait été, c'est un peu à la Randleman, quoi. Tu vois, s'il avait été bien encadré, bien un truc. Donc, moi, je dis franchement, là, il semblerait que depuis qu'il a pu prendre ses marques et acquérir de l'expérience, il est devenu plus régulier. Tout ce que je dis, c'est à mettre sous réserve parce que j'ai pas encore revu. Je suis pas sûr d'avoir bien revu son profil, mais de ce qu'il me semble, c'est ça. Et franchement, s'il y a un combat en France, je suis sûr que ça ferait plaisir à plein de gens qui combattent, quoi. Enfin, un UFC en France, ça ferait plaisir qu'ils combattent sur la carte, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que là, je peux pas rajouter grand-chose, mais voilà, quand tu as fait le M1 et que tu as été victorieux au M1, le Bellator, déjà, normalement, voilà, ça te valide pour un niveau d'un combat à l'UFC, clairement, quoi. Ouais, complètement, c'est clair. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Jean Gomis, c'est vrai qu'il est plutôt en fin de carrière, mais pour un événement en France, ça permet de ramener du monde supplémentaire, et puis c'est vrai que ce serait une belle reconnaissance pour lui. Absolument. Bien, question de Pierre. Salut les mecs, vous êtes des tours, je vous écoute sur Google Podcast. Wow, et on regarde sur YouTube, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous écouter tous les jours. Une question, si vous deviez faire la carte la plus badass de l'histoire en 5 ou 6 combats, quel combat voudriez-vous? Merci pour tout, continuez comme ça. Oh la vache. De l'histoire, genre il parle de combattants actuels ou là c'est Non, on fait le 15 de légende là. Ok. Donc il nous faut 5 combats, les gars. Je propose qu'on en dise un chacun jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez. Mais il faut que ce soit cohérent temporairement. Enfin, oui, en fait, c'est ça. C'est ça le problème, parce que si tu mets genre Fedor, Lesnar en top. Voilà. Ouais, voilà. Et après, tu peux pas mettre Conor McGregor. Je sais pas qui d'autre, tu vois, parce qu'à l'époque, Conor McGregor, il joue avec ses crottes de nez. Enfin, genre, justement, je propose qu'on fasse un truc où, en gros, c'est un monde parallèle où tu peux avoir. Le temps n'a pas pris sur la réalité. Voilà, exactement. Okay. Tu peux cryogéniser des mecs et puis les remettre dans le toaster pour les faire combattre ensuite. Allez. Ok, alors je commence avec. Donc, je sais pas qui ce sera, mais il y en a un qui va se taper le main event. Moi, je commence par l'ouverture de carte, parce que là, d'après ce que j'ai compris, c'est 5 combats de la carte principale, la plus haute de tous les temps. Je vais commencer en disant, pour l'ouverture de la carte, j'exige Israël Adesanya contre Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut aller en light heavyweight? Parce que j'ai envie de mettre Adesanya John Jones direct. On peut tout considérer. Hein. Ah oui, allez. Attends, quoi? Tu ouvres la carte? Le mec ouvre la carte avec John Jones Adesanya. Non, mais attendez, les gars, il faut que ce soit la plus haute de tous les temps. Hein, donc, et il faut que ça monte crescendo, hein, démerdez-vous. Ah putain, alors là, c'est chaud. Quoi. D'accord. En troisième combat, voilà, comme ça, Mathieu se retrouve dans une situation bien inconfortable. Moi, je mets JSP contre Habib Nurmagomedov. Voilà. Pour le titre welterweight.
Moi, je Voilà. voulais mettre GSP Anderson Silva, donc il peut pas combattre 2 fois sur la même carte, à moins qu'on le tourne. Ouais, c'est la seule limite quand même. Ouais. Et il n'y a pas le droit d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est les deux seules limites. Bon, c'est un peu un combat de nerd, donc je le mettrai en deuxième combat d'ouverture de carte. Enfin, genre pas main event, pas co-main. Ouais. Et c'est un combat qui m'aurait vraiment fait plaisir à l'époque, si c'était tenu à l'époque. C'est Kid Yamamoto contre Uriah Faber, mais de l'époque où Oh. c'était vraiment au top. Oui, c'est vrai qu'en ouverture de carte, celui-là s'y Ah prête ouais, bien. mieux. Ouais, Parce ouais, que John Jones Adesanya, on tape quand même un petit peu fort. Et c'est vrai qu'il n'a jamais eu lieu parce qu'à l'époque, il y avait pas de, enfin, chacun était un peu dans son coin, mais c'était les tueurs de ces catégories-là. Donc ce serait alors je pense en featherweight, je le ferais ce combat parce que Yamamoto était meilleur dans les catégories plus lourdes que finalement sa catégorie naturelle. Ouais. Donc ouais, Yamamoto contre Faber en année 2000 quoi. Ouais. Pas féminin quand même, genre peut-être. Je casse les couilles, hein, mais Bah, le Ronda Rousey, Chris Cyborg, tu vois. Ouais, Avec Ouais, les ouais. deux dans leur prime. Avec les Ouais. deux dans leur Voilà. Ok. Donc là, il reste quoi? Il reste 2 combats? Il reste deux slots. Deux Deux little slots. Le slot. Eh ben moi, je vais dire Prime, Mirko Crocop contre Francis Ngannou. Oh oui Drop the fucking mic! Oh oui Oh oui Oh mais oui C'est un truc de malade ça. Ah non, c'est magnifique. La folie furieuse, putain. Ouais. En plus, c'est ouais, j'ai jamais pensé à un combat comme ça, mais ouais. Oh. Ah ouais, non, mais t'imagines. Et puis j'aimerais bien. Et ok, alors on va même rajouter un truc. C'est non seulement Francis Ngannou Crocop, mais dans le build-up du combat. Je suis désolé, Francis. Je veux que Francis insulte Crocop pour que Crocop arrive en étant vénère. Oui. Et que les deux arrivent en étant vénères. Donc il faudrait que Crocop réponde un truc vraiment, vraiment Ah non, mais t'imagines genre le face-off avec les deux qui sont en bad blood et qui se disent rien. Putain, la tension, tu sais, les mouches elles tombent. C'est genre. Non mais putain, Non. un stare-down. Donc vous mettez d'un côté le Mirko Crocop qui a fait le stare-down avec Wanderlei Silva, et de l'autre tu mets un Francis qu'on n'a pas encore vu, l'équivalent. Putain, alors là, c'est chaud quand même parce qu'en termes de. Ah non, et puis juste avant, tu fais un Dan Henderson contre Anthony Rumble Johnson. En light heavyweight. Mais alors, je veux le Dan Anderson du Pride. Oui, ah bah oui. Le Dan Anderson, ouais, ça Bon, serait allez, pas mal. monsieur. Polydomso, il reste le main event. Main event, je crois qu'on l'avait plus ou moins. Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir Fedor, mais Fedor vraiment au top, quoi. Genre le Fedor du combat contre Crocop ou contre Nogueira, enfin, contre. Brock Lesnar, ça attire du monde, c'est sûr, mais c'est peut-être pas le. Mais bon, allez, on va dire pour le spectaculaire, Brock Lesnar. Pour le spectaculaire, parce que c'est le main event et donc du coup, faut envoyer, quoi. Enfin, Ok, donc on a Uriah Faber versus Kid Yamamoto pour l'ouverture. Pas mal. Normal. Après, on a donc John Jones Adesanya. Non, ça n'a pas de sens. là, faut le mettre en co-main. Enfin, t'es obligé de le foutre en co-main, tu peux pas. Ouais. Donc ensuite, on avait Crocop Ngannou. Ouais, Crocop Ngannou, ouais, c'est pas mal. Crocop versus Ngannou. Oh, oui. Voilà, je les note, hein, parce qu'après, je vais organiser les trucs. Et... Oui. Oh là là. Crocop versus Ngannou en deuxième. En troisième, donc, on a Ronda Cyborg. Ronda versus Cyborg. Ça fait une C'est bonne pas carte. mal, mine de rien. Ouais. Ronda versus Cyborg. Cyborg. Aujourd'hui, mais ouais, tu fais ça en 2011, c'est pas mal. Ensuite, du coup, on place Dan Henderson du Pride versus Rumble. Rumble Johnson, ouais. Allez, ouais, la petite, le petit apéritif avant l'explosion de violence, ouais. Ouais. versus Rumble. Et là, Ngannou Crocop, voilà. Non, ça on l'a déjà dit. Ah d'accord, pour moi, fallait mettre Rumble Endo en dessous. Ouais, d'accord, ok. Voilà, moi je l'aurais dit. Premier combat de la carte, Uriah Faber Yamamoto. Deuxième combat, Dan Anderson Rumble. Troisième, Ronda Cyborg. Ok. Troisième, Ronda Cyborg. Quatrième. Merde, Crocop Ngannou, on l'a dit là. Et après, après c'est Jones Adesanya en main event. Jones Adesanya. En co-main. Versus Adesanya co-main. Ah putain, je l'ai appelé Adenasia. Bon, c'est pas grave. Et le main, du coup, c'est Fedor versus Brock.
Ouais. Allez. Alors, vous vous rendez compte qu'on a fait la plus grosse carte de tous les temps, on n'a même pas placé Connor quand même. Ni Georges Saint-Pierre, c'est chaud, hein, mais bon, il y a. Mais si, on avait dit Georges Oui, Saint-Pierre Habib. Jean Saint-Pierre Ah, Habib. mais oui, putain, alors celui-là, ouais, mais enfin, forcément, il est obligé d'être placé Oui. en co-main ou en co-co-main, là, c'est pas possible, Ouais. on peut pas le foutre Ouais. sur 2 cartes ce combat. Mais après, c'est vrai que McGregor, il est compliqué à. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est contre qui, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Contre qui? Et dans les combats, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais qui n'a pas déjà fait. Parce que c'est vrai que, par exemple, Ah ouais. faire une revanche contre José Aldo, où tu te dis les deux sont dans leur prime et tout. Moi, j'ai un truc à proposer, mais c'est un peu, tu sais, faut l'esprit ouvert, quoi. C'est un peu exotique. Ce serait Conor McGregor contre Kazushi Sakuraba, mais en welterweight. Genre, descend en welterweight. Parce que c'est un welterweight, Ouais. en fait, Kazushi Sakuraba. Ouais. Bon, après, c'est spécial En comme fait, match-up. C'est ça très serait- spécial. Ouais, voilà, je pense. Le problème, c'est que ça n'aurait pas la résonance auprès C'est du public international, quoi. Même Non, si. non, mais non, pas du tout. Mais c'est juste parce que bah, tu as un des mecs qui a les meilleurs singles et le meilleur jeu au sol contre un gars qui est un des striking les plus funky. Et c'est deux mecs qui sont assez spectaculaires quand ils combattent. Donc ça Ouais. peut être intéressant, quoi. Ouais. Mais bon, il y a plus saignant à offrir, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que dans les gros combats bankable comme ça, si tu veux mélanger les époques, pour McGregor, c'est assez compliqué. Bah, on peut limite contre un BJ Penn de Prime. Prime mid-Japan, ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Ah, ce serait intéressant quand même. Mais, Ce serait intéressant. Ouais. Mais Mais là aussi, ça manque un manque truc. de. Ouais. il n'y a pas la petite étincelle là. Il n'y a pas Exactement. Oh là là. Et merde. Non, parce que, ok, là, bon, qu'on me dise ce qu'on veut sur Sucé McGregor, etc. Mais là, je pense, les gars, tout le monde, je pense, serait d'accord. Là, soyons honnêtes. On peut pas avoir la plus grosse carte de tous les temps sans avoir la plus grosse superstar de tous les temps. Exactement. Pas Quoi? possible. Conor McGregor est la plus grosse superstar de tous les temps? Non, mais vous êtes sérieux, ouais? Donc, non, il faut. Je suis désolé, on n'ira pas manger tant qu'on n'aura pas trouvé. Le super combat. Attends. Dana White, Conor McGregor. Et Dana White, Tito Ortiz en ouverture de carte, les gars. En boxe anglaise. Ah ouais, très bien. C'est ce qu'il devait se faire. Très bien, très bien, très bien. Euh, Est-ce que non, c'est Dana White versus Tito Ortiz ou Dana White versus, tu sais, genre, j'allais dire, comment il s'appelle déjà, la momie de la boxe anglaise, là, qui arrête pas de cracher sur le MMA dès qu'il en a l'occasion. Yes. Bob Arum. Ah non, Bob Arum. Oh! Bon, après, il est déjà Oui, pré-mâché. il a plus de 80 piges et tout. Non, ce serait dur. Bah, ou non, Dana White, Oscar De La Hoya. Même si je pense qu'aujourd'hui encore, il se fait. Non, mais là, c'est pas fair. Déglinguer. C'est pas juste. Ouais. Non, Dana White versus Don King, mais en combat de rue. Je pense que Don King, il a moyen de surprendre les gens, je pense. Avec ou sans couteau? Ouais, bah ça, c'est une spécificité du combat de rue. Il faut tirer des cartes, tu sais, ou faire tourner une roue pour savoir les tessons de bouteille, couteau, papillon, tu vois, genre. Ouais, non, c'est vrai. Dana Bon, White alors, versus notre Don bon King. vieux McGregor. Ah putain, mais c'est chaud, quoi. Enfin, Ou alors, moi, pour McGregor, ce qu'on peut faire, mais là, pareil, c'est Frankie Edgar. Quand Frankie Edgar était champion, avec McGregor qui le challenge pour la ceinture. Mais là encore. Ok, non, attendez, j'en ai un. Ah, ouh. Conor McGregor versus Nick Diaz. Oui. mais Oui, Nick Diaz oui. du Strike Force, qui a battu Ouais, Paul, tu vois. ouais. Enfin, Juste après, c'est victoire contre Paul. Donc en welter, on le fait. Walter. ouais, on va le faire. Ouais. Allez. Ah, je nous sens pas tous convaincus, là. Bah, c'est bien. C'est chaud, mais en fait, le problème, c'est que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a eu autant de résonance médiatique. Et qui a déjà fait tous les gros combats aussi. Ouais. Parce que là, il les a. Enfin, je veux dire, ouais, non, il a déjà fait les super fights. Et puis, on est quand même assez. Enfin, comment? On sait tous qu'il y a une certaine limite en welterweight pour pas le mettre contre un. Ouais. Mais c'est pas mal, Nick Diaz, déjà. C'est vraiment pas Ouais. mal. Hein. Complètement. Là, on boude notre plaisir. Oui, c'est vrai, parce que si Conor C'est McGregor tout versus... fifou si on pouvait voir ce truc-là. Tu vois. Allez. Ok, Et Conor versus Nick Diaz. Bon, du coup, je Bon, elle préfère... est pas mal cette carte-là. Ouais. Alors, ok, bah, je vais faire le sum-up. Mais en main event, donc, parce que là, main co-main, bon, je pense que c'est entre GSP Habib et Conor Nick Diaz. Je non. propose quand même Ah de oui, mettre en co-main. Oui, GSP Habib quand même. en main event. Ah, moi j'aurais mis co-main. Avec En GSP Habib. Ouais, avec en main event, bah quand même Fedor Brock Lesnar. Ouais, pour unification titre Pride, titre UFC. Pour la ceinture du Last Sueur Fighting Championship, quand même. Parfait, ouais. Donc ça, c'est la carte La Sueur. C'est génial. Ça. Voilà. La Sueur Promotions. Ouais. Ok, donc Ça fait plaisir d'avoir du bif quand même. Alors, Ok, parce que ça pourrait être la question corollaire. Combien ça coûte? Alors, Là, je pense que ouais. Là, c'est All-Star Game, mais c'est
Je pense qu'il faut, à part Uriah Faber, faudrait mettre à tout le monde 1 million. Non, mais je dis ça parce que je pense qu'il a jamais eu 1 million, Uriah Faber. Non, mais il combat souvent, donc en cumulé. Mais même là, est-ce que la carte, c'est la question que je me pose, est-ce qu'elle marcherait tant que ça ou est-ce qu'on n'atteindrait pas un plafond de verre avec McGregor, finalement? Parce qu'honnêtement, là, les mecs qui vendraient du si tu veux vraiment qu'elle explose complètement, tu rajoutes juste un combat genre annexe, un super fight, genre Floyd Mayweather, Pacquiao 2, tu vois, et alors là, c'est bon, tu vois, là, c'est emballé, pesé. Ça, ce serait... mais on triche, du coup, en faisant là, c'est de la triche. Ouais. Là, c'est de la triche. Bah, ou alors, tu fais un Mayweather-Pacquiao avec des gants de 4 onces en MMA. One FC style. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, c'est chaud de voir avec des gants de 4 onces. Parce que, en plus, les gars, je vous rappelle qu'on a le droit d'aller dans le passé. Donc, dans ce cas-là, tu fais un Tyson versus. Versus Wilder avec des gants de 4 onces ou un truc comme ça. Sans gants, mec. Barnacle, Tyson. C'est très compliqué. Mais bref, en tout cas, c'est une carte qui coûte très cher. On rappelle quand même le PIB du Bénin est de 10,35 milliards en 2018. Ça va, on a de la marge. Ce sera pas suffisant. Nous avons de la marge, mais par contre, nous pouvons organiser ce combat au Bénin. On peut faire un espèce de truc. Ouais, Rumble in the Jungle, ouais, c'est ça. Ouais. Oh là là. Oh là là là. Sauce Bénin. Prof. Ouais. Ce serait assez ouf. Alors vas-y, on récapitule tout ce qu'on a. Alors, greffier. Les notes d'audience. Alors, carte préliminaire. Uriah Faber versus Kid Yamamoto. Dan Henderson versus Rumble Johnson. Crocop versus Ngannou. Putain, celui-là, il est saignant quand même. Ouais. C'est vraiment le... 4e, Ronda versus Cyborg. On a dit que Dana White Don King, c'était l'ouverture de la carte. C'est pour la promotion de Dana White Don King. Voilà, ouais. On va dire il s'embrouille à la conférence de presse. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, c'est comme la WWE, en gros, le combat a lieu dans les vestiaires et on le met en scène. Ok, c'est ça. D'accord, donc très bien. Donc Dana White Don King, c'est un combat annexe. Très bien. Après, on arrive sur la carte principale. Accrochez-vous à vos crottes de nez, les gars. Donc, on commence par John Jones versus Israel Adesanya. L'ouverture de carte, quoi. Ensuite, on a, si je comprends bien, Fedor Lesnar. Moi, je l'aurais foutu en main event, celui-là, mais bon, après. Fedor Lesnar main event. Ouais, après, c'est vrai que c'est chaud parce que bon. Parce que GSP Khabib, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, bon, on a Fedor versus Lesnar. Ensuite, Co-main, du coup, Conor versus Nick. Yes, Co-main. Co-main event, Conor McGregor, Nick Diaz. Main event, Georges Saint-Pierre versus Khabib. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi, je me sens fier de nous. Aucune raison. je me sens satisfait là. Bon, bien messieurs, tout ça au Bénin dans une année qui nous échappe. Bien messieurs, on va passer maintenant aux recommandations. Ouais. Alors, je commence. Ouais. Oui, sur Polydomso. Alors, en recommandation combat, je recommande un combattant qui a disparu des radars. Je sais même pas ce qui lui est arrivé à ce mec-là, mais c'était un prospect qui faisait saliver, qui devait normalement combattre à l'UFC. D'ailleurs, il a son profil sur UFC.com, mais il n'a jamais combattu finalement. C'est Adam Khaliev. C'est un Tchétchène. Il me semble qu'il est Tchétchène. Hein. Peut-être j'ai une erreur à corriger si jamais je me suis emballé. Qui vient du Kudo. Donc, c'est une espèce de MMA, mais en kimono, quoi, finalement, plus ou moins. Et il y a peut-être eu un contrôle, des trucs un peu chelous comme ça. Comme le poids lourd qu'ils avaient signé qui était au. Le russe, là. Ah putain. Non, Amir Ali Akbari, il n'a pas combattu. Ouais, non, mais il a été signé depuis. Il y avait aussi un russe champion olympique poids lourd de lutte qui devait venir et qui est jamais venu finalement. Bref. Et donc lui, il devait vraiment combattre. Il avait un striking absolument impressionnant. Je pense que vous connaissez pas le mec, mais vous avez tous vu, si vous avez vu des highlights de KO de MMA, un des KO qu'il a mis en tornado kick sur un gars. Enfin, c'était viral. Ouais. Et c'était vraiment. Moi, j'étais assez impatient de le voir. Il a disparu, c'est dommage. Donc, je recommande. Ces combats de MMA ou de Kudo Daidojuku, parce que c'est plus ou moins la même chose finalement. Et il était très impressionnant. Et d'ailleurs, sa famille, c'est quand même une famille de. Pareil, c'est encore une famille de combattants, parce que je crois que son frère, c'est Hussein Raliev.
Et pareil, il a une très belle carrière. Bon, il a perdu son dernier combat contre Ali Bagov, mais c'est quand même solide, quoi. Donc du coup, la famille Raliev, Adam et Hussein, du coup, si je recommande. Et après, en recoculture, je recommande le film Whiplash, qui est, je trouve, c'est génial ce De film. Marianne Chazelle, c'est ça? Non, c'est excellent, c'est excellent. En plus, ça peut être perçu comme un film d'entraînement finalement, tu vois, genre d'une certaine manière. Et ce que j'aime beaucoup dans Whiplash, c'est que le mec ne prend pas parti, parce qu'on aurait pu s'attendre dans ce genre de films occidentaux, tu vois, genre que finalement c'est pas bien les mecs qui, tu sais, en mode Sergent Hartman, qui traumatisent les gens et qui les font se suicider parce qu'ils ils les poussent à leurs limites, ils les harcèlent, c'est pas bien. Et en fait, il prend pas parti. Parce que, bon, bien sûr, il condamne le comportement abusif du chef d'orchestre. Mais quand même, à la fin, ça se termine sur une espèce de regard de fraternité entre les deux. Et le mec qui arrive à te péter un solo de batterie, mais de malade mental, parce que justement, il a réussi à encaisser l'entraînement abusif du gars. Donc, il dit, OK, certes, c'est pas bien. Il y en a plein qui sont pas faits pour subir ce type d'entraînement. Mais en même temps, c'est comme ça que tu obtiens la crème de la crème, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas pris parti, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et le film, il est ouf. Et en plus de ça, tu as J.K. Simmons dedans. Voilà. Le mec, c'est pareil, c'est un des gars le plus beau rôle de sa carrière après la trilogie Super Spider-Man. Exactement. Iron Man. Il est génial dans Spider-Man, et il est génial aussi dans Oz, où il joue Vernon Schillinger. Et c'est un super acteur, ce mec-là. Enfin, on aimerait le voir plus souvent, quoi, parce que putain, dans Whiplash, il est impressionnant, quoi. Et puis, Oscar du. il a eu Oscar. Je crois qu'il a eu Oscar. Oh, waouh! Voilà, merci, bravo JK. Merci pour Idomso. Ouais. Alors, Werner Hartmann, t'as placé Werner Hartmann? Non, quoi? Schillinger, c'est dans Oz. Parce que non, avant, non, alors là, on regardera le replay, mais en fait, parce que ça m'a attiré l'oreille, t'as parlé de Magneto, en gros, t'as dit avec vraiment comment dire, il est très sévère, un peu comme Werner Hartmann. Ah non, Sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Ah, ok. Parce que Werner Hartmann, je m'étais dit, putain, c'est parce que Werner Hartmann, c'est dans, comment ça s'appelle, putain, le film de Tarantino, Inglourious Basterds, et c'est le mec qui se fait défoncer à coups de batte, en fait. Ah oui, c'est son nom, ce mec-là. Sergent Werner. Parce que moi, c'était le mec qui jouait dans OSS 117 et c'est tout, quoi. Et dans le taxi. Non, c'était toujours le mauvais rôle. Ouais. Ah, c'est vrai. Bien. Eh bien, messieurs. Et il n'y a pas d'autres recours? Enfin, putain. Il n'y a pas d'autres recours. Demain, il y aura des recommandations. Et voilà. Allez, à la prochaine. Et puis, shout out to my protein. My Sweet Protein, moins 40% avec le code de la sueur. Train like a superhero. C'est la collab avec Justice League, si je ne m'abuse. Justin Gagey. Soit.